Je vais quand même vous dire un tout petit peu d'où je parle. J'ai fait beaucoup d'années dans une très grande entreprise qui s'appelle Thales, qui présente un avantage certain, c'est qu'il y a un catalogue de produits extrêmement varié, ce qui permet d'avoir un champ d'apprentissage extrêmement varié, puisque quand vous travaillez avec des gens qui font des cartes à puces ou des satellites ou des systèmes de systèmes, évidemment, vous n'apprenez pas la même chose et vous ne voyez pas la même chose. Je l'ai quitté il y a quelques temps pour élargir mon champ aussi avec d'autres entreprises moins grosses, ce qui présente d'autres intérêts, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et pendant ce parcours, j'ai eu un parcours assez classique. Moi, je suis ingénieure en développement hardware. Bon, déjà là, je me sens un peu décalée dans la salle. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai commencé par faire des ASIC, des composants, des cartes, des produits, des systèmes. Et j'ai quand même été assez sensibilisée au test. Déjà, quand vous faites de l'ASIC, vu ce que ça coûte, la ligne de test chez un fondeur, vous réfléchissez assez longtemps à ce que vous faites et à la notion de qualité de ce que vous faites. Et puis, j'ai fait aussi du test de produits dans leur environnement. Et puis, j'ai commencé de vouloir avoir une vision un peu plus large de l'entreprise et un peu moins verticalisée dans mon petit silo technique. Et j'ai fait un passage par la qualité, ce qui fut l'objet d'une de mes plus grandes frustrations professionnelles. C'est-à-dire que ce qui m'avait intéressé dans la notion de qualité, c'était de dire on me parle de processus de bout en bout qui vont du client au client. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant. Et bon, comme je le dis parfois dans ma vie personnelle, je préfère monter les circuits que faire tourner les trains. Et j'ai beaucoup travaillé dans ce cadre-là avec des équipes pour réfléchir à ce que c'était les bons processus avec eux, quelles étaient les meilleures manières de faire. Et c'était le moment le plus intéressant. Et puis curieusement après, on mettait tout ça dans des boîtes, on appelait ça des procédures, et ça ne marchait plus du tout. Et pourtant, on l'avait fait avec eux, avec moi. Et ça commençait à me montrer qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas bien compris. Alors je vous amène le truc d'un peu loin parce qu'on va y revenir dans la présentation, mais cet aspect-là de les processus, ça ne suffit pas à faire marcher une boîte. C'est quelque chose que j'ai appris, je dirais, à mon corps défendant. Et puis, j'ai continué, et ça fait maintenant bientôt une vingtaine d'années que je m'intéresse au Lean. Alors, je vous rassure, le mot Lean n'est pas prononcé plus d'une fois, c'est sur cette slide-là. Et après, je vous parlerai ni japonais, ni des mots savants. Je vais commencer par vous parler business. Et puis, je terminerai par vous parler de test, peut-être un peu. Et puis, entre les deux, j'espère vous partager ce que ça veut dire que tenir ses promesses. Alors pourquoi je vais commencer par vous parler business ? Tout simplement parce que ce matin, j'ai entendu des choses vraiment très intéressantes. La première keynote était super bien. Et puis à la pause, quelqu'un m'a dit je suis très intéressé par ce que vous faites, mais c'est difficile de convaincre, de faire des choses quand les patrons ne sont pas convaincus. Et moi, je pense que effectivement, le Lean est une approche qui est une alternative à une certaine forme de financiarisation de l'industrie et à une certaine vision purement financière. Pour autant, une entreprise, ça doit gagner des sous. Parce que si vous voulez être payé à la fin du mois, il faut bien trouver des sous. Donc, il faut parler avec les patrons dans leur langage. Et leur langage, c'est celui du business. Et c'est pour ça que je vais commencer par vous parler business. Alors, je vous propose une façon de présenter l'entreprise qui est évidemment une façon parmi tant d'autres. Mais pour moi, une entreprise, c'est d'un côté des clients qui ont des problèmes. Parce que s'ils n'avaient pas de problème, ils n'auraient pas besoin de vous. Alors, petite parenthèse, c'est quoi un problème ? C'est quand on a un écart entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a, d'une façon ou d'une autre. On voudrait être ici, on est là, on a un problème. Il faut trouver un moyen de déplacement. C'est une façon de résoudre le problème. Donc, partons du principe que les clients ont des problèmes et que, d'un autre côté, l'entreprise, elle propose à ses clients qui ont des problèmes des produits. Et les produits sont pour partie la solution de ces problèmes. Produits, prenez-le au sens le plus large du terme, que ce soit des logiciels, des produits, des systèmes, des services. Ce sont des choses qu'on livre à des clients
dans le but de les aider à régler un problème. Ça, c'est une façon de voir l'entreprise qui ramène le côté business, hein, parce que c'est grâce à ces produits que l'entreprise va gagner de l'argent. Et l'enjeu majeur du Lean, ce qui est vraiment au cœur et que j'ai mis, même si je l'intuitais, même si je l'avais quelque part au fond de moi, mais beaucoup de temps à formaliser, c'est qu'on a une conviction en Lean, c'est que la réussite de l'entreprise vient de la satisfaction des clients. C'est-à-dire que c'est très classique, on apprend ça dans tous les cours de marketing. Pour qu'une entreprise gagne de l'argent, il faut d'abord qu'elle vende des produits. Pour qu'elle vende des produits, il faut qu'elle fasse des produits qui font plaisir à ses clients. Et les clients, ils ne sont pas tous des usagers. Il y a des clients acheteurs, il y a des clients usagers, il y a toutes sortes de clients. Voire même au-delà de ça, il y a la société qui est cliente. Quand on parle de problèmes environnementaux, ce n'est pas forcément le client qui achète qui va avoir des exigences, mais les exigences, elles existent, elles sont plus sociétales. Mais en tout cas, l'entreprise va réussir parce qu'elle va s'occuper de ses clients. On sait qu'un client, gagner un nouveau client coûte entre 6 et 10 fois plus cher que d'en garder un. Donc ce qu'on veut, c'est des clients qui soient super contents, à qui nos produits fassent plaisir, parce qu'ils vont les acheter, et ils vont revenir, et ils vont les recommander. Ça, c'est la réussite de l'entreprise, et ça commence par ça. Et puis le deuxième volet, c'est que la rentabilité de l'entreprise, elle est liée à la créativité des personnes qui la composent. Parce qu'une fois qu'on vend des super produits que nos clients adorent, il faut gagner des sous avec. Sinon, on meurt riche. Ce qui n'est pas une bonne idée. Mais si on s'occupe d'abord de la rentabilité avant les produits, on meurt pauvre, ce qui n'est pas une très bonne idée non plus pour une entreprise. Donc c'est vraiment ces deux volets qui sont fondamentaux en Lean. Il faut s'occuper des clients pour qu'ils soient satisfaits. Et ça entraîne derrière tout un tas de questions sur la façon qu'on a de comprendre quels sont vraiment les problèmes des clients. Et on va être rentable grâce à ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est là où se fait la rentabilité. Alors, une façon de le résumer, c'est de dire faites d'abord le bon truc et ensuite faites-le bien. Et j'en reviens à mon histoire de processus. Travailler sur les processus, c'est travailler sur le faites-le bien avant de travailler sur faites d'abord le bon truc. Et ensuite, ça a un deuxième défaut, c'est que c'est une vision figée de ce qui doit être fait. Donc quand on dit qu'on veut travailler avec la créativité des personnes qui composent l'entreprise, c'est qu'on se met dans le contexte qui existe depuis des décennies, mais qui aujourd'hui devient encore plus flagrant, où les choses ne sont clairement pas prévisibles. Le Covid n'était pas prévisible, alors si peut-être, d'une poignée d'experts, etc. En vrai, on tombait tous de notre chaise. La guerre en Ukraine n'était pas prévisible. Là aussi, des experts peuvent vous dire si, on l'avait prévu, mais je peux vous dire que 15 jours avant l'entrée des troupes russes, à l'Institut Lean France où je suis, quelqu'un a appelé le responsable de l'Institut Lean local en lui disant « Écoute, si tu as des soucis, on peut t'héberger en France ». Et il lui a répondu « Non mais attendez, calme-toi. Il fait beau ici, tout va bien ». C'était 15 jours avant. Donc, on fait face à des événements qui sont non prédictibles. Et il y en a plein d'autres. L'inflation, on ne l'avait pas forcément vu venir, la crise des composants, etc., etc. Après, c'est facile de dire « Ah oui, on aurait dû, etc. » Mais si vous essayez de tout prévoir, comme m'a dit mon patron un jour, on a besoin des 10 commandements et on écrit la Bible. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre tous les ifs and else de la vie dans les procédures. Qu'est-ce qui arrive en général ? À peu près la même chose qu'il arrive à la ligne Maginot. Elle n'est jamais franchie, mais elle est contournée. Il se passe toujours des trucs qui ne sont pas prévus. Et pour faire face aux trucs qui ne sont pas prévus, on a besoin de la tête des gens. Parce qu'à partir du moment où on s'imagine que tout va se passer comme prévu, on s'imagine que les gens sont des machines, ce qui n'est pas le cas. Par contre, l'avantage des gens, c'est qu'ils sont capables, s'ils y sont entraînés, de faire face à des situations imprévues.
Situation pas prévue, c'est juste un problème. Il peut être petit, moyen, gros, très gros. C'est toujours, ça ne se passe pas comme j'avais prévu. À partir du moment où on entraîne les gens à regarder et à progresser quand ça ne se passe pas comme on avait prévu, eh bien, ils sont de plus en plus prêts à faire face à toutes les situations inattendues. Et c'est pour ça qu'on a besoin du cerveau des gens. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous parler des systèmes automatiques, que vous téléphonez à quelque administration que ce soit, et aux banques privées, c'est pareil. Si vous tapez 1, si vous tapez 2, si vous tapez 3, vous arrivez à 5 et vous dites « Bon sang de bonsoir, je suis où ?» Et là, vous aimeriez tellement avoir une personne en face et pas une machine. Le pire, c'est les trucs à reconnaissance vocale. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Normalement, en 3 coups, vous avez jeté le téléphone par la fenêtre. Donc j'en reviens à mes 2 pôles. La réussite de l'entreprise, c'est avoir des clients satisfaits, super satisfaits, des clients qui reviennent, et c'est travailler avec la créativité des gens. Alors si on regarde un petit peu plus sur le côté de la satisfaction des clients, en fait, la satisfaction des clients, elle commence par une émotion. Le produit, quel que soit le produit, doit d'abord générer une émotion. Et plus on vous dit, et plus le client vous explique que son choix est rationnel, et plus il faut chercher où est l'émotion. Un exemple très simple, les distributeurs de gel hydroalcoolique avec une pédale. Vous voyez le truc? À quoi elle sert la pédale? À ne pas y toucher avec les mains. Or, c'est du gel hydroalcoolique. Donc vous vous lavez les mains avec. Donc ça ne sert à rien, on est d'accord. C'est hyper rationnel. Non, que nenni, c'est totalement émotionnel. Y a plein d'exemples comme ça. Et avant toute chose, le produit génère une émotion. Alors évidemment, il génère aussi un usage. Donc il faut d'abord comprendre l'émotion, il faut comprendre l'usage, il faut comprendre le besoin. Mais cette question autour du client et de la satisfaction du client commence par les émotions. On n'est pas très prêt à ça. On n'est pas très aligné sur cette histoire d'émotion des produits. J'ai quand même quelqu'un, il y a 1 ou 2 ans, qui m'a expliqué dans une start-up qu'il voulait faire un logiciel pour vendre une appli, et il voulait qu'il soit frais. Je voudrais un logiciel un peu frais, tu comprends? Non. Il faut qu'on travaille un peu. Mais dans sa tête, c'était très clair. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment sur ce registre de l'émotion. Alors si on regarde un peu plus près, l'émotion, l'usage et le besoin, ça peut se résumer par un certain nombre de mots-clés. Il faut que votre produit soit vu. Le meilleur produit du monde qui n'est pas vu, il ne sert à rien. J'ai travaillé dans une boîte qui fabrique des pizzas et ils ont essayé de me proposer une nouvelle pizza qui changeait de rayon. Elle n'était plus au même rayon qu'avant. Personne ne l'a jamais vue, leur pizza. Elle était magnifique, elle était excellente, mais personne ne l'a jamais vue. Donc déjà, il faut qu'il soit vu. Il faut qu'il soit désirable. Et là, on est vraiment sur ce registre de l'émotion. Il faut qu'il soit compris. Waouh! Ça va m'aider. Et puis, il faut qu'il soit utile. Et puis, il faut qu'il soit fiable. Parce qu'on a dit que nos produits étaient là pour régler les problèmes des clients. Trop souvent, nos produits sont là et créent des problèmes aux clients. Là, je travaille avec une entreprise qui a 50% de taux de retour sur ses machines. Pas bon. Donc, comment on a des produits fiables au sens large du terme, c'est-à-dire qui rendent tout ça, et on part de l'instantanéité de l'émotion jusqu'à la grande durabilité du service rendu, sans recréer de nouveaux problèmes. C'est pas si simple, hein. C'est pas une équation si facile à résoudre. Mais en tout cas, déjà, on a à peu près tous les morceaux de l'équation. Alors, si on regarde maintenant le côté de la créativité des collaborateurs, comment on utilise la créativité des collaborateurs et sur quel sujet cette créativité a besoin de s'exercer? Évidemment, d'abord et avant tout, pas avant tout d'ailleurs, mais d'abord sur les clients.
Parce que tout ce qu'on vient de dire sur l'émotion, sur l'usage, sur le besoin réel, il faut le comprendre. Et le comprendre n'est pas une chose simple. Parce que les clients, ils vous racontent... ils sont très bons pour vous raconter ce qu'ils n'aiment pas. Mais pour vous dire réellement ce qu'ils aiment, c'est plus compliqué. Donc, comment on apprend aux gens à comprendre ce qui fait plaisir aux clients? Mais on a aussi un deuxième sujet qui est fondamental, c'est est-ce qu'on connaît nos propres capacités? Nos propres capacités, celles de nos sous-traitants, celles de nos collaborateurs, c'est-à-dire, ok, on a bien compris ce qui ferait plaisir aux clients, est-ce qu'on juste on sait le faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Et si on innove, il est vraisemblable qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire. Logique. L'innovation, c'est quelque chose de nouveau. Donc, est-ce qu'on est capable d'entraîner les gens à comprendre et à afficher ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire? Et puis un cran plus loin, c'est est-ce qu'on sait le produire, est-ce qu'on sait l'exploiter, est-ce qu'on sait le maintenir, est-ce qu'on sait le recycler? Puisque il faut regarder le produit dans toute sa durabilité, tout son cycle de vie. Tout ça, quand on démarre, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des knowledge gaps, des gaps de connaissances. On ne sait pas tout. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de croire qu'on sait et de démarrer. La vraie question, c'est vraiment, est-ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas? Alors, c'est banal de dire ça, mais c'est loin de l'être dans la vraie vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'identifier ensemble et de partager avec l'ensemble des gens tous les sujets sur lesquels on ne sait pas? Et donc, si on ne sait pas, on a besoin d'apprendre. Quand on parle de développement de produits, la première des matières qui circulent, c'est de la connaissance. Est-ce qu'on connaît bien nos clients? Est-ce qu'on connaît nos marchés? Est-ce qu'on connaît nos capacités? Est-ce qu'on connaît nos capacités de production, de maintenance, etc. Et est-ce qu'on a identifié tout ce qu'on avait besoin d'apprendre? C'est d'ailleurs pour ça qu'il est fortement recommandé de ne pas commencer par faire un produit qui va tout faire pour tout le monde et tout en même temps. Parce que ça, c'est la seule chose qui soit prédictible. Ça ne va pas marcher. Donc, du côté des gens, comment on développe cette capacité à identifier ce qu'on ne sait pas et ce qu'on doit apprendre? Donc en fait, la créativité des collaborateurs, c'est d'abord et avant tout savoir d'où on part, c'est-à-dire comprendre ce qu'on ne sait pas, c'est identifier les gaps de connaissances précis, c'est faire face à tous les problèmes, et je mets in real life. Parce que les problèmes théoriques qu'on a prévus à un moment donné ne sont jamais les problèmes pratiques qu'on a dans la vraie vie. Donc comment on est capable de reconnaître les problèmes, de reconnaître les écarts et de travailler dessus. Et puis bien entendu, le plus astucieusement possible. Et ça, c'est comment on développe la créativité des personnes. Alors vous voyez que là, j'emploie le mot créativité au sens large du terme. Je fais une petite parenthèse sur la notion d'innovation. Parce qu'on entend beaucoup dire oui, mais si on ne fait que écouter les clients, si on ne fait que améliorer les choses, on ne va jamais innover. Alors, petit rappel, la différence entre la créativité et l'innovation, je ne sais pas si vous l'avez en tête. L'innovation, c'est de la créativité qu'a rencontré un client. C'est-à-dire qu'on peut être créatif dans tous les sens, mais si ça ne rencontre pas un client, ce n'est pas de l'innovation. Donc, j'aime bien cette image. Souvent, on dit, pour innover, think outside the box. Et moi, je dis souvent, pour innover, think inside the box. Est-ce que vous avez bien compris où elle est la boîte? Est-ce que vous avez bien compris quel est le besoin actuel et le besoin de demain des clients? Est-ce que vous êtes capable d'orienter la créativité des personnes dans cette direction-là? Do the right thing, then do it right. Donc là, on est sur le volet de la créativité des personnes. Alors, je vais faire un petit focus sur un mot, je ne sais pas s'il a été prononcé, mais en tout cas, c'est toujours vu comme un gros mot. Mais par contre, je peux vous dire, quand vous parlez à un patron, c'est un mot qui est très intéressant. C'est le mot de productivité. Ce n'est pas un gros mot, la productivité, ça dépend ce qu'on en fait.
Qu'est-ce que c'est que la productivité? Est-ce que c'est faire plus vite ou est-ce que c'est faire moins de bêtises? C'est une bonne question à se poser. En fait, c'est intéressant parce que si vous faites un parallèle avec les usines, on parlait ce matin des indicateurs qu'il faut mettre pour mesurer la qualité durable. Et là, je prends le sujet au passage. La façon dont vous mesurez les choses va complètement changer l'orientation que vous donnez aux choses. Exemple, vous avez une société qui transporte des voyageurs dans des trains. La maintenance est incentivée sur le fait d'intervenir dans un délai très court pour réparer si le train a une panne. Les opérationnels sont incentivés sur le fait d'emmener les voyageurs parce que si à 6 heures du soir les quais se remplissent, c'est un drame. La maintenance et les opérations s'engueulent parce que les opérations empêchent la maintenance de tenir leur objectif. Vous voyez un peu la situation absurde. Je vous en cite une, mais on en a plein comme ça. Et là, on met le doigt sur quelque chose d'important, c'est que, en fait, tout l'enjeu qu'il y a derrière cet aspect de créativité des gens, c'est comment on apprend les gens à se parler. Comment on arrête de les enfermer dans des silos avec des objectifs stupides, comme celui que je viens de dire, qui vu de loin n'était pas idiot. C'est pas bête, la maintenance, tiens, on va les incentiver sur le fait qu'ils interviennent vite. C'est louable. Sauf que s'ils se parlent, intervenir vite à 6 heures du soir, c'est juste une cata. Est-ce qu'on apprend aux gens à se parler? Parce qu'en fait, tous les sujets compliqués, ou la plupart des sujets compliqués, ils arrivent, on les détecte, quand on identifie des trade-offs. Les trade-offs, c'est des situations où les paramètres sont facialement opposés. Je veux faire un satellite qui soit beaucoup plus puissant et beaucoup plus léger. De base, c'est compliqué. Parce que si vous rajoutez de la puissance, vous rajoutez du poids. Je veux avoir une vie professionnelle épanouissante et une vie personnelle top. C'est pas toujours si évident que ça. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis qu'on est obligé de se poser 5 minutes, de réfléchir et de parler avec des gens. Sinon, on n'a pas de solution évidente. Ou la solution évidente, je choisis l'un ou je choisis l'autre. Non, je veux faire travailler les deux. Et là, je sais que quand j'identifie ce genre de trade-off, je vais identifier des gaps de connaissances. De base, je ne sais pas faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme quand on ne sait pas faire, il n'y a pas de miracle. C'est jamais dans la tête d'un seul qu'on va trouver la réponse. Qui sont les personnes qu'il faut mettre à se parler ensemble pour qu'ils soient capables de trouver des façons de travailler win-win. C'est pas du tout de la naïveté, le côté win-win. C'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que quand les gens, on leur apprend non pas à camper sur leur position et à se battre pour faire arriver leurs idées, mais à parler ensemble pour comprendre avec un autre point de vue comment ils peuvent travailler ensemble, ils sont plus heureux. La boîte est plus heureuse, le client est plus heureux, et à la fin, on a du business. Donc, j'en reviens sur la productivité et sur la mesure. Il y a une mesure classique de productivité, c'est le nombre de produits sortis par personne. Alors, vous pouvez faire l'équivalent, le nombre de lignes de code sorties par personne, le nombre de tests sortis par personne. Bon, je n'apprendrai à personne que ce sont des mesures certainement extrêmement crétines. Si on prend l'image d'une usine, on pourrait s'intéresser au nombre de produits bons sortis par personne. C'est déjà un peu plus intéressant. Parce que là, on en arrive au sujet de la qualité. Produire très très vite de la non-qualité, ce n'est pas une bonne idée. Je peux vous garantir pourtant, pour en avoir parlé avec des directeurs industriels et avec des directeurs financiers, que faire changer cet indicateur-là, c'est la croix et la bannière. C'est comme ça que c'est câblé dans l'ERP. Donc, on ne sait pas faire ton truc, là, le produit bon. Donc on va continuer de mesurer le nombre de produits sortis par personne. Alors si on incentive les gens là-dessus, ils vont vous en sortir de la ligne de code. Ils vont vous en pisser du test, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que la productivité, c'est faire plus vite ou faire mieux? Mais faire mieux, c'est pas juste dire aux gens, essaye de faire mieux s'il te plaît. C'est quoi ne pas faire bien? C'est toutes les sottises que les gens font
pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et qui coûtent du temps et de l'argent. Alors, je reviens sur mon produit. Et là, j'en arrive au titre de la présentation. Je vous propose une définition de la qualité que j'aime bien. C'est une définition. La qualité est un mot large, derrière lequel chacun met des choses différentes. Alors moi, je propose une définition qui est de dire la performance d'un produit, d'un logiciel, de ce que vous voulez, c'est une promesse que vous faites au client. La qualité, c'est la façon dont vous tenez la promesse. C'est-à-dire que non seulement vous promettez un produit qui fait ça et ça, le jour où le client l'achète, il le fait, et ensuite, il continue de le faire dans le temps. Donc c'est, pour moi, la qualité, c'est la façon dont vous tenez la promesse de la performance. Et en prenant cet éclairage, on tord le cou à un truc que je déteste, c'est la notion de surqualité. Il n'y a pas de surqualité. Il peut y avoir de la surperformance si vous n'avez pas bien compris quel est le besoin du client. Mais à partir du moment où on fait une promesse, ben on la tient. Et on la tient pourquoi ? Parce qu'il y a un autre mot-clé qui est fondamental pour réussir dans une boîte, aussi bien en interne qu'avec ses clients. C'est la notion de confiance. Si les clients ne vous font plus confiance, c'est le début de la fin. Mais si les gens ne vous font plus confiance, il ne se passera rien non plus. Parce que cette histoire de confiance, c'est vraiment la base qui va permettre d'autoriser les gens à montrer leurs problèmes, à parler sur leurs problèmes, à apprendre de leurs erreurs, tout ce qu'on voit dans les livres et qui est en vrai vachement dur à faire. Donc, un point fondamental, c'est la confiance. Mais la confiance, ça ne se décrète pas. C'est pas vas-y et confiance. Vous vous souvenez, non, peut-être pas, du serpent dans Mowgli, là. Et confiance. Ça marche pas bien, ça. Donc, la confiance, ça s'installe sur des conditions. Comment on s'intéresse aux conditions dans lesquelles les gens travaillent. Et là, ça devient intéressant parce que ça commence à éclairer une partie de la réponse à la question pourquoi fichtre diantre, des processus vachement bien gaulés, qu'en plus on a fait avec eux, et ben ça ne marche pas. Ben, tout simplement parce que là, on part du principe que quand on donne un stimulus à quelqu'un, il va réagir toujours de la même façon. Processus, c'est je te dis comment tu dois faire, et donc tu vas le faire. Et on oublie complètement que petit A, les gens ne sont pas des machines, petit B, il leur arrive plein de trucs que vous n'aviez pas prévus. Donc, s'intéresser à tous ces trucs que vous n'aviez pas prévus, c'est s'intéresser aux conditions. Et ça, c'est le vrai boulot du management. C'est-à-dire comment les personnes, on leur fait confiance sur le fait de connaître leur métier et s'ils ne le savent pas, de poser des questions. Mais par contre, on s'intéresse aux conditions dans lesquelles ils travaillent qui vont permettre de réussir. Alors, si on revient sur le produit, la performance, qui est la promesse, ça tourne autour de vues désirables compris utiles. C'est-à-dire, voilà, la promesse qu'on fait au client, c'est déjà waouh, super, j'en ai vraiment besoin et ça marche bien. Et puis, la qualité, c'est sûr, utile et fiable. C'est-à-dire, ouais, tout ça est bien, mais en plus, c'est vrai. C'est pas juste dans le leaflet. Hein. On tient la promesse. Et donc, pour pouvoir faire ça, quelles sont les sottises qu'on fait ? Quelles sont les inepties qui vont gréver la productivité ? Pourquoi je vous parle de productivité ? C'est simplement parce que quand on parle de rentabilité, la productivité, elle y est pour quelque chose. Alors, on parle de la productivité des personnes, la productivité des machines, la productivité des fournisseurs. On peut regarder la productivité sous plein d'angles. Là, je vous parle plus de celle des personnes. Mais quelles sont toutes les sottises qui coûtent cette productivité ? D'abord, c'est quand on recommence parce qu'on n'a pas bien compris le produit. On n'a pas bien compris le problème du client. On s'est gouré, on n'a pas fait le bon, on recommence. Énorme gaspillage. Il n'y a pas plus gros. C'est-à-dire, vous pouvez faire, il vaut bien mieux faire mal la bonne chose que de faire très très bien la mauvaise. Je vous laisse réfléchir à ça. En général, les gens viennent voir la pause. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Faire bien une chose inutile, il n'y a pas plus gros gaspillage.
Donc, première bêtise qui se produit, c'est qu'on recommence parce qu'on n'a pas compris vraiment ce dont le client avait envie et besoin. Deuxième problème, c'est quand on n'a pas la bonne qualité. C'est-à-dire qu'on ne tient pas la promesse. C'est-à-dire qu'il faut corriger, il faut refaire, il faut jeter. Ça, c'est un deuxième type de gaspillage. Puis le troisième type de gaspillage, c'est toutes les choses inutiles qu'on demande aux gens de faire et qui leur bouffent la vie. Vous avez sans doute vécu à de nombreuses reprises des affaires qui ne se passent pas bien, et donc on fait des réunions de crise. Puis comme ça ne suffit pas les réunions de crise, on rajoute des réunions de crise, et à la fin, les gens, ils n'ont plus une minute pour bosser. Ce n'est pas de la caricature. Ça, c'est le cas extrême. Mais réfléchissons bien dans le cas nominal, tout ce qu'on demande aux gens de faire. Par exemple, démarrer le matin avec 7 mots de passe à taper. Ce sont des exemples réels. Ah oui, mais tu comprends. Ouais, je comprends. Mais tous les matins, 7 mots de passe à taper, vous vous rendez compte? Par exemple, utiliser un soft dont on me dit, ce matin, l'exemple Microsoft, à mourir de rire. C'est pas nous, c'est le robot. Là, on est où, là? Et tous ces trucs-là, je démarre avec un ordi qui ne marche pas, parce que la maintenance n'a pas été faite, etc., etc. Tout ce que j'appelle les conditions, c'est toutes ces choses qu'on impose aux gens, que le système impose aux gens, et qui sont des choses qui n'amènent aucune valeur. Alors ne nous faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. L'histoire de valeur et pas de valeur, on dit la valeur, c'est ce que le client achète, et le reste, c'est ce qu'il paye. Oui, ceci étant, par exemple, distribuer les feuilles de paye et les calculer, le client, il n'achète pas, mais si ce n'est pas fait, ça va s'arrêter très vite. Donc, c'est pas tant ça le point. C'est vraiment quand les gens font des choses qui n'ont plus rien à voir avec leur job, qui n'ont plus rien à voir avec le moment où ils touchent le produit. Toucher le produit, toucher le soft, c'est pareil. Et puis le dernier truc, c'est la réinvention. Je me souviens d'un collègue avec qui je bossais, il était remarquable. Quand il prenait un projet, il l'emmenait chez lui, bossait la nuit, le jour, le dimanche, et il refaisait tout en partant de zéro. Bon, c'était nickel, mais est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Donc tout ça, c'est des pistes pour voir comment on peut arrêter de faire des inepties qui obèrent complètement la productivité des gens. Alors, ce qui est intéressant dans cette vision, c'est qu'on n'est pas du tout sur le sujet de demander aux gens de bosser plus vite. On est sur le sujet de regarder les conditions qu'ils ont pour travailler et tout ce qu'ils doivent faire qui ne sert à rien. Alors, on peut présenter ça comme ça, c'est des modèles, donc tous les modèles sont limités, mais tout ce qui est autour de recommencer, corriger, refaire, c'est est-ce qu'on a la bonne promesse? Est-ce qu'on a la bonne performance? Sinon, on va recommencer. Et est-ce qu'on a la bonne qualité? C'est-à-dire, est-ce qu'on tient notre promesse? Donc là, on est plus sur prendre le temps de faire bien les choses. Alors, ça, c'est un des paradoxes les plus difficiles à faire accepter, c'est que pour travailler plus vite, il faut prendre du temps. Et ça, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais c'est pourtant très vrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on part du principe que ça va bien se passer. Mais non. Donc tout ce qu'on fait pour que ça se passe bien en vrai, c'est du temps gagné. Mais alors vous, en tant que testeur, je pense que vous connaissez ça par cœur. En général, c'est à la fin du cycle, on arrive au test et on dit désolé, on a pris 6 mois de retard, démerdez-vous. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais il y a plein de boîtes où c'est comme ça. Donc, comment on prend le temps de faire bien? Et puis, l'autre aspect, c'est tout ce qu'on fait faire qui ne sert à rien. Réinventer, faire des trucs qui servent à rien, faire des trucs qui prennent du temps, être contraint par le contexte, par les conditions de travail au sens large du terme. Et là, on est plus sur comment on réduit les gaspillages. Alors, les tests, j'y viens. Les tests, ils sont partout. Ils
Ils sont partout, les tests. Alors, je parle des tests au sens le plus large du terme. Mais comment on va au plus tôt tester nos idées pour s'assurer qu'on est en train de faire le bon produit? Comment on va au plus tôt tester notre qualité pour s'assurer qu'on tient bien la promesse? Comment on va au plus tôt chercher à améliorer la qualité, arrêter de faire des choses inutiles, réduire les gaspillages? Et de la même façon qu'on parle de test-driven en logiciel, en ligne, on est vraiment sur une logique où c'est la logique de test, d'intégration. Alors on appelle ça IVVQ, on appelle ça comme on veut, qui tire les développements. Parce que c'est quelque chose n'est pas démontrable, ça n'existe pas. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose pour un client, on réfléchit à la façon dont on va avoir de le démontrer. Et c'est ça qui représente le client et qui va tirer la façon qu'on a de fonctionner. Donc, je vais terminer là-dessus parce que je veux absolument qu'on ait le temps de discuter et que j'ai déjà largement bouffé mon temps. Non, ça va. Et parce que ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait derrière une conversation. Ce que je vous ai dit, je pense que l'enjeu qu'on a dans les entreprises, mais largement en dehors des entreprises, c'est notre capacité à avoir des conversations. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans un environnement où on évite les conversations. Quand on parle qu'avec des gens avec qui on est d'accord, on ne va jamais innover grand-chose. L'innovation ne peut venir que des conflits. L'innovation ne peut venir que des tensions. L'enjeu, c'est de transformer ces conflits en créativité et non pas en pugilat. Ça s'appelle du management. Mais s'il n'y a pas de conflit, et si on s'aime tous et si on est tous copains, on ne va pas inventer grand-chose. Donc, la notion de conflit, ce n'est pas un drame, c'est une nécessité. Par contre, la façon dont on organise les discussions, les conversations autour de ces conflits, et la façon dont on met en place les conditions de la confiance qui vont permettre de faire ça, c'est vraiment le cœur de Lean Management.